Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du lundi 16 décembre 2024. À l'une des actualités de ce jour, le reboisement s'inscrit parmi les stratégies de l'État pour la protection de la plaine au-dessus du barrage de la Jirama, lequel approvisionne la capitale en électricité, mais aussi en eau, les régions environnantes. C'est la raison pour laquelle le lancement officiel de la saison de reboisement 2024-2025 a été effectué dans la localité de Saanouk, Indékalek, district de Brickaville, région Atsinan. Aujourd'hui, profitant de cette occasion, le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, a annoncé la réhabilitation du chemin de fer reliant Indékalek aux autres localités. Par ailleurs, une nouvelle centrale hydroélectrique sera construite à Ranmafan et la pose de la première pierre sera effectuée la semaine prochaine, a annoncé le numéro 1 Malagasy. Nous se détaillons avec Nadira Koutmov sur les images de Andry Rajoelina. La commune d'Indékalek, dans le district de Brickaville, compte parmi les localités encore classées comme isolées, malgré l'existence d'une centrale hydroélectrique. Même si cette localité est très productive et possède plusieurs produits agricoles, les moyens de transport constituent un problème. Le député de Madagascar, élu dans la circonscription de Brickaville, a fait part de ces difficultés que rencontre la population en matière de transport et de vétusté des infrastructures au chef de l'État durant le lancement officiel de la saison de reboisement 2024-2025 à Indékalek. Immédiatement, le président de la République a répondu aux souhaits de la population et a affirmé que le chemin de fer sera complètement réhabilité. J'ai reçu 3 partenaires, des Chinois et des Égyptiens, la semaine dernière pour discuter de la réhabilitation des voies ferrées du pays. Je leur ai dit d'entamer les études à cet effet, affirme le chef de l'État malagasy. La route nationale 2 supporte tous les transports des marchandises vers la capitale et c'est pour cela que nous allons également construire l'autoroute. À cette dernière s'ajoutera le chemin de fer, souligne le président. L'État malagasy procède à diverses réalisations pour le développement et veille au maintien de ses acquis. Le reboisement a été effectué à Indékalek afin de préserver la plaine des alentours de la centrale hydroélectrique d'Indékalek des conséquences du changement climatique. Cette centrale fournit de l'électricité pour la capitale et ses environs, mais aussi les autres localités. Par ailleurs, le président de la République de Madagascar a également annoncé la construction d'une nouvelle centrale hydroélectrique à Ranmafan. Cette dernière, avec une puissance de 64 MW, fournira 30% de besoins en électricité de la capitale et ses environs. La pose de la première pierre de cette nouvelle centrale sera effectuée la semaine prochaine. Pour en revenir au reboisement, 80 000 plantes ont été mises en terre sur une surface de 50 hectares à Indékalek aujourd'hui. La forêt, source d'eau et d'énergie, tel est le thème de la saison de reboisement pour laquelle le chef de l'État appelle à la participation de tout un chacun. Ensuite, le président de la République de Madagascar s'est exprimé sur le vote public concernant le meilleur leader politique en Afrique initié par l'African Leadership Magazine ou ALM durant la cérémonie officielle de lancement de la saison de reboisement 2025. C'est un honneur et une fierté d'être choisi par le monde entier comme figure du leadership politique en Afrique et chaque Malagasy devrait en être fier car c'est le pays que je représente, a déclaré le président Andry Rajoelina. Les efforts et les réalisations effectuées depuis 16 années prouvent ce choix. Peu importe les critiques non constructives, les divers coups bas initiés par les opposants politiques et certains Malagasy à mon encontre, je reste déterminé à avancer et à poursuivre les efforts de développement pour le pays et pour le peuple, a souligné le président Andry Rajoelina. À noter que 3 chefs d'État ont été choisis par l'ALM pour être en lice et le chef de l'État malagasy, Andry Rajoelina, est en tête des votes devant le président séchellois et le président de la RTC avec 65,69% des voix. Poursuivons dans un autre sujet, une délégation conduite par le ministre des Mines, accompagnée des autorités locales, a rencontré les responsables de Rio Tinto. Ensemble, ils ont passé en revue les différents projets liés à la responsabilité sociétale des entreprises RSE menées par Rio Tinto dans la région Anos. L'objectif est de s'assurer que les actions de cette grande entreprise minière bénéficient directement à la population locale. Pour rappel, Rio Tinto
Tanto consacre 4 millions de dollars par an à la RSE sur une période de 25 ans. Plus de détails avec Ruth Rissel Rakoutmalal. 4 millions de dollars, c'est le budget annuel alloué par l'entreprise exploitant l'île Ménite à Tolanar pour ses actions de RSE. Ce montant a été réparti conformément aux décisions prises lors du Conseil des ministres de septembre dernier. 500 000 dollars pour le reboisement, 1 750 000 dollars pour le développement de la région Anos, 1 750 000 dollars pour les communes où les projets sont mis en œuvre. Les secteurs touchés par la RSE sont variés: santé, éducation, agriculture, pêche et tourisme. Des infrastructures essentielles comme l'accès à l'eau potable, l'électrification et les routes font également partie des priorités. Concernant les réalisations de 2024, 11 258 élèves issus de 43 écoles réparties dans 8 communes ont reçu des kits scolaires. Par ailleurs, 3 800 enfants ont bénéficié de cours d'anglais gratuits. Des infrastructures d'approvisionnement en eau potable ont été construites à Yemanak et à Djakarak. 19 000 personnes ont suivi des cours d'anglais gratuits, tandis que 19 298 patients ont reçu des soins de proximité. Des écoles primaires publiques, EPP, ont également été rénovées, dont celle située dans le Fukuntang d'Anjumjumj, qui sera inaugurée prochainement. Un bilan de ces réalisations a été dressé samedi dernier. Pour Rio Tinto, la mise en œuvre de la RSE a été alignée sur la politique générale de l'État. C'est pourquoi des représentants des ministères concernés par ces projets ont participé à la réunion de samedi dernier avec des responsables de QMM, Rio Tinto. L'objectif est que les bénéfices liés à l'exploitation de QMM profitent réellement à la population locale et à la région Anos. Après ce bilan, la délégation dirigée par le ministre a effectué une descente sur le terrain pour visiter une station de traitement d'eau potable qui sera rénovée par QMM ainsi qu'une EPP en cours de réhabilitation. Continuons dans cette partie sud de Madagascar. Le projet Vita Vidange dans la commune urbaine de Tolanar entamera d'ici peu la deuxième phase. Ce projet consiste à curer les fosses septiques individuelles et à transporter les déchets fécaux jusqu'au site d'élimination. La construction du site implanté à un carrefour Tolanar débutera le mois de mars 2025 selon les projections. Il est à noter qu'il s'agit d'un projet de la commune urbaine de Fort-Dauphin financé par l'agence de l'eau Normandie, la métropole de Normandie et la ville d'Oissel qui est une commune jumelée à la municipalité de Tolanar. Mervoulet Sfira nous en dit plus. Le projet consistant à effectuer l'enlèvement des déchets présents dans les fosses de latrines ou dans les fosses septiques et à transporter des déchets collectés vers des sites d'élimination désignés a commencé dans la ville de Tolanar en 2022. D'après le maire de la ville de Tolanar, Andjianena Georgesman, qui est en fin de mandat actuellement, la population a demandé à maintes reprises, depuis 2015, à ce qu'on procède au curage régulier des déchets fécaux auprès de chaque foyer. Les procédures ont été longues, aussi bien en matière d'élaboration du projet qu'en termes de recherche, de financement, d'après toujours le magistrat de la ville. Mais en 2022 jusqu'en 2023, la première phase du projet a pu commencer. Le projet est alors baptisé Projet Vita Vidange. Vendredi dernier, le maire de Tolanar a annoncé que les financements pour la deuxième phase du dit projet ont été acquis. Et cela grâce à la réussite et aux efforts déployés pendant la première phase. Le montant dédié à la seconde phase s'élève à environ 524 000 €, financé par l'agence de l'eau Normandie, la métropole de Normandie et la ville d'Oissel, qui est une ville jumelée à la commune urbaine de Tolanar. D'après Ingad Malalanirin, responsable technique du projet, la construction du site d'élimination à un carrefour débutera en fin mars 2025. À noter que d'autres matériels comme les tracteurs et véhicules tout-terrain sont arrivés à Tolanar et remis vendredi dernier. Et Madagascar a obtenu un financement de 120 millions de dollars du FIDA pour la promotion du secteur agricole, un financement à travers le projet Progrès, destiné notamment à promouvoir la création d'emplois et le monde de l'entrepreneuriat durable dans le secteur agricole et de l'élevage. Environ 50 000 emplois seront créés pour les jeunes à travers ce financement, selon les informations. Plus de détails avec Antonia Martina.
Le projet Progrès se présente comme un modèle d'inclusion et d'innovation au service de la jeunesse rurale, mettant en lumière l'importance des partenariats stratégiques du gouvernement malgache pour le développement durable. Progrès cible 130 000 ménages ruraux pauvres, soit environ 650 000 personnes, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. Parmi ces objectifs clés figure la formation de 75 000 jeunes à la création d'entreprises locales, la création d'emplois pour les jeunes, l'amélioration de la sécurité alimentaire de 110 500 ménages, l'aménagement de 1842 hectares avec des infrastructures hydrauliques et bien d'autres. Ce projet durera 8 ans et interviendra sur 12 régions prioritaires, notamment dans les régions exposées à l'insécurité alimentaire comme l'Anjouy et la Tsimouanjefen. Le projet Progrès répond pleinement à la politique générale de l'État qui est la transformation agricole visant à générer plus de 50 000 emplois pour les jeunes dans ce secteur afin de renforcer leurs compétences et d'améliorer la production et le monde rural. Ce programme a reçu un financement de 120 millions de dollars émanant du FIDA. En santé, les essais cliniques du vaccin contre la bilharziose effectués par les chercheurs de l'Université d'Antananarive ont été couronnés de succès selon les informations reçues lors de la journée scientifique en fin de semaine. Il n'y a eu aucun effet négatif et ceux qui ont subi l'essai clinique sont tous en bonne santé. Les chercheurs issus du centre de production de vaccins passeront à l'étape suivante selon les informations. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il existera un vaccin préventif unique et complet contre la bilharziose. C'est Sylvain et Angela Martina. Le Centre de recherche sur les vaccins de Madagascar a annoncé en 2021 que les scientifiques, membres du centre, procéderaient à la recherche et à la production de vaccins de lutte contre la bilharziose en Afrique. Les travaux y afférents ont commencé fin 2023 et les premières étapes dans l'élaboration du vaccin ont été achevées. Par la suite, les chercheurs ont procédé à de nombreux essais cliniques dont les résultats ont été présentés en fin de semaine par le professeur Raphaël Rakutsadjinjaini. Ces essais cliniques ont été couronnés de succès selon ce dernier. Madagascar est le seul pays du continent africain à avoir effectué cette recherche sur le vaccin de prévention de la bilharziose, suivi de l'Université de Texas, dans le but de sauver des milliers de vies. Il est à noter que les vaccins qui existent jusqu'à présent visent uniquement à atténuer les effets de la bilharziose. Le professeur Raphaël Rakutsadjinjaini, professeur titulaire auprès de la faculté de médecine Université Antananarive, a présenté le rapport de ses recherches lors de la journée scientifique qui s'est tenue en fin de semaine. À cette occasion, les responsables de l'université ont rappelé aux 200 scientifiques nouvellement diplômés la valeur de la recherche et les impacts des recherches dans le développement du pays et le sauvetage de vies humaines. En tourisme, le parc d'Analamazoch, Indasbe, a accueilli plus de 35 000 visiteurs cette année, dont 35% de nationaux. Et la ministre du Tourisme, Viviane Dewa, a organisé une rencontre avec les opérateurs touristiques, les gestionnaires et les autorités locales lors de son déplacement dans cette localité ce dimanche. Fanjisen Mireille et Tanzunaranji, Viva Muhammad. Cette année, le parc d'Analamazoch, Indasbe, a accueilli 35 600 visiteurs, dont 35% de nationaux, un chiffre qui illustre l'attractivité croissante de cette destination écologique. Ce succès reflète l'importance du parc comme levier pour le tourisme responsable à Madagascar. Le développement du tourisme local et la préservation du patrimoine naturel, tel est l'objectif d'une visite qu'a effectuée Viviane Dewa, ministre du Tourisme et de l'Artisanat au Parc national Analamasouch à Indasbe ce 15 décembre. En marge de cette visite, la ministre a organisé une rencontre avec les opérateurs touristiques, les gestionnaires et les autorités locales. L'objectif étant de renforcer la collaboration pour développer le secteur et préserver les ressources naturelles. Parallèlement à cette visite a également eu lieu la remise de certificats de reconnaissance à 60 guides touristiques, saluant leur dévouement et leur contribution au rayonnement du parc depuis plus de 10 ans. À noter que ces professionnels jouent un rôle clé dans la promotion et la protection de la biodiversité locale.
Place maintenant aux actualités internationales. Destination Mayotte, des dizaines de disparus et des centaines de morts sont redoutés. Des secours supplémentaires sont attendus dans l'archipel lundi 16 décembre pour venir en aide aux sinistrés de ce territoire de l'océan Indien dévasté par un cyclone meurtrier Chido. Reportage sur les images de France 24. A vécu l'enfer, c'est le chaos le plus total. Le cyclone a tout dévasté. J'ai perdu complètement mon restaurant. Je crois que vous avez aussi perdu plusieurs de vos employés. Tout à fait. J'ai 2 employés, peut-être 3 qui sont disparus. On n'a plus de nouvelles. Elles habitaient dans des habitats précaires. Et là, c'est tout dévasté. Le restaurant est à terre. Là, il y a tout un tas de gens qui errent dans plus à manger, plus à boire, c'est la catastrophe. Comment est-ce que les choses s'organisent autour de vous? Est-ce que l'aide parvient? Est-ce que des gens viennent vous aider? Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'électricité et pas d'eau. Moi, ma voiture, elle est sous une tonne de gravats. Donc, on ne peut pas se déplacer. Donc, on entend les pompiers, les secours qui passent sans arrêt. Mais on a très peu d'informations du fait qu'on n'a rien. On n'a rien, on est démunis. Les gens essayent d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les magasins pour s'alimenter. Mais même les magasins sont dévastés. Il n'y a plus rien. C'est le chaos le plus total. Moi, j'ai perdu 22 ans de vie, hein, puisque, voilà, c'est tout, il n'y a plus rien. Et comment autour de vous ça se passe à Mamoudzou? C'est un paysage de désolation, de chaos? Tout à fait. On dirait qu'il y a une bombe qui est passée par là, de partout. Moi, j'habite une résidence de 3 étages en dur. Le 3e étage a complètement été pulvérisé. Le toit s'est envolé. Il y a des trous de partout. Il y a l'eau qui dévale. On est inondé. Il y a des gens qui ont été aspirés, mais c'est inimaginable. Et à Mayotte, on n'a jamais connu de cyclone comme ça. Donc, les gens n'étaient pas vraiment préparés. Et voilà pourquoi il y aura beaucoup de morts. Parce que les gens pensaient qu'à Mayotte, ça ne pouvait pas nous arriver. Personne ne vous avait alerté sur le fait que ça allait être si violent? Si. Le préfet a très bien fait son travail. On a eu des alertes orange, rouge, l'alerte violette imminente. Oh non, là, ça a été vraiment... il a très bien géré la situation. Mais par contre, les Mahorais, beaucoup n'ont pas pris conscience du danger qui arrivait. Ensuite, aux États-Unis, l'apparition de mystérieux drones dans le nord des États-Unis, particulièrement dans le New Jersey, suscite une inquiétude croissante parmi la population ainsi qu'aux élus. France 24. Objets volants non identifiés dans le ciel de New York. Depuis plusieurs semaines, la même scène se répète. De petits appareils survolent le New Jersey sans que personne ne parvienne à savoir qui les dirige et surtout pourquoi. Un mystère qui s'épaissit de jour en jour, face auquel le sénateur démocrate de New York exige des réponses. Je vais contribuer à faire passer, et je vais co-déposer une loi qui permettra de mieux combattre ces drones en permettant aux services locaux de police et aux services de police d'État d'aider les fédéraux à les repérer. Le camp républicain s'inquiète lui aussi de ces étranges engins volants, pointant du doigt la possible responsabilité d'un État étranger. Sur ses réseaux sociaux, le président élu Donald Trump n'a pas manqué d'évoquer toutes sortes de théories du complot et appelé à une action immédiate. Cela peut-il vraiment se produire sans la connaissance de notre gouvernement? Je ne le crois pas. Il faut que le public le sache, et tout de suite. Sinon, abattez les drones. Une hypothèse balayée par le secrétaire général à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas. Interrogé par la chaîne ABC, il s'est montré particulièrement serein face à la situation. Nous n'avons connaissance d'aucune implication étrangère.
en ce qui concerne les observations dans le nord-est. Et nous sommes vigilants dans l'enquête sur cette affaire. 1 an et demi après l'incident du ballon venu de Chine et abattu par les États-Unis, la crainte de tentatives d'espionnage est toujours bien présente dans l'esprit des autorités américaines. Le mois dernier, plusieurs petits aéronefs sans pilote avaient aussi été détectés près de 4 bases militaires en Angleterre, utilisées par les forces américaines. Et la défense civile de Gaza a indiqué dimanche 15 décembre que des frappes israéliennes à différents endroits de la bande de Gaza avaient fait au moins 40 morts, parmi lesquels un journaliste d'Al Jazeera et 3 secouristes. Reportage signé France 24. Certaines salles du bâtiment sont toujours en feu lorsque les secours arrivent. À l'intérieur, des Palestiniens sont encore sonnés par l'intensité de la frappe. Les blessés sont vite évacués. En tout, une dizaine de personnes ont été tuées. Selon les autorités du Hamas, cette école était utilisée comme refuge pour déplacés. Ils ont bombardé l'école. C'était un abri pour les enfants. Il n'y avait pas de combattants à l'intérieur. Il n'y avait que des enfants et nous dormions. Pourquoi ne nous ont-ils pas dit d'évacuer l'école? Comment peuvent-ils bombarder une école? Khan Younes n'est pas la seule ville de l'enclave touchée par les frappes israéliennes ce dimanche. Dans le centre, le camp de réfugiés de Nuseirat a aussi été visé. Le centre de défense civile du camp de Nuseirat a été pris pour cible alors que les équipes s'y trouvaient et travaillaient 24 heures sur 24 pour secourir les citoyens. Parmi les victimes, un journaliste de la chaîne Al Jazeera, le 5e tué depuis le 7 octobre 2023. L'armée israélienne affirme qu'il était un commandant du djihad islamique dans la zone. Elle confirme également avoir mené des frappes au nord de l'enclave, dont un raid sur une clinique. L'État hébreu multiplie les opérations militaires dans cette partie de Gaza depuis plusieurs semaines. Son objectif affiché, y empêcher le regroupement de combattants du Hamas. Mesdames et messieurs, et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de votre fidélité. Et après cette édition, vous allez suivre le film intitulé Day Alone. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.